Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Dans l'actualité de ce mercredi présidentiel guinéenne, des partisans de Cellou Dalein Diallo manifestent devant l'ambassade de la Guinée à Dakar. Ils récusent les résultats des 4 circonscriptions donnant vainqueur Alpha Condé. Leur manifestation a été dispersée par la police sénégalaise. À suivre les derniers développements avec nos envoyés spéciaux à Conakry. Depuis le début de la pandémie actuelle, les grossesses non désirées sont légion. Les acteurs du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal ont recensé plus de 1000 grossesses non désirées. Un chiffre loin d'être exhaustif selon eux. Les détails dans cette édition. Et puis à moins de 2 mois de la rentrée des classes, l'équation d'une rentrée effective s'érige de nouveau. Comment réussir la campagne au bétail d'Anguetaï malgré les stigmates du coronavirus? Des acteurs de l'éducation donnent des pistes pour une année scolaire réussie. La chaleur s'installe partout dans le pays. Les températures maximales tournent entre 37 et 42 degrés. Aujourd'hui, il a fait jusqu'à 33 degrés dans la capitale. Une chaleur écrasante pour les Dakarois. Reportage édifiant à suivre dans ce journal. Des Guinéens ont manifesté leur mécontentement devant l'ambassade de la Guinée à Dakar. Ils refutent les résultats partiels provisoires annoncés hier par la Commission électorale nationale indépendante. Selon la CENI, vous le savez, Alpha Condé arriverait en tête dans 4 circonscriptions. La manifestation a été dispersée par la police sénégalaise. Fatima Touré et Mar Dieng. Ils étaient plus d'une dizaine de Guinéens à manifester devant l'ambassade de la Guinée au Sénégal pour dire non à ce qu'ils qualifient de confiscation de victoire de leur candidat, Cellou Dalein Diallo. Ils pointent un doigt accusateur sur la CENI et revendiquent la vérité des urnes. Dans la volonté de la CENI de confisquer notre victoire, nous allons exprimer notre ras-le-bol un peu partout dans le monde pour ramener la victoire au peuple, car c'est le peuple qui a gagné. C'est le peuple, c'est le combat du peuple et nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Écoutez, mais on a marre des Alpha Condé avec ses clans. 20 personnes ne peuvent pas intimider tous les Guinéens. Ça ne peut pas se faire. Vive Cellou Dalein, vive le président de la Guinée, c'est Cellou Dalein nous. Et Alpha Condé ne peut pas nous voler les voix. Le Sénégal, pays voisin de la Guinée, ne sera pas épargné si toutefois la situation dégénère. C'est l'avis des manifestants. Nous demandons aux autorités sénégalaises d'agir au plus vite face à ce qui est en train de se passer en Guinée. Le Sénégal est un pays frère. Si toutefois des problèmes surviennent en Guinée, il ne sera pas épargné. Nous interpellons directement le président Macky Sall avant que l'inévitable ne se produise. La CEDEAO et toutes les organisations internationales sont aussi interpellées. Écoutez, aidez-nous
l'Union africaine, et le CEDEAO, et l'Union européenne, et les Nations unies. Aidez-nous en Guinée. 4 circonscriptions sur 38 annoncent une large victoire du président sortant Alpha Condé. Mais les partisans de Cellou Dalein Diallo contestent ces résultats et revendiquent la victoire de leur mentor. Ouais, Fatima, la tension monte également à Conakry à la suite de la proclamation par la CENI des résultats partiels et favorables au camp du président Alpha Condé. Des affrontements ont éclaté entre la police et les partisans de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui s'est lui-même autoproclamé vainqueur du scrutin. Barkaba, le ministre chargé de la sécurité, vient de dresser un premier bilan. Bonsoir, Chérif. Oui, on peut le dire, la tension est à son comble ce soir à Conakry. Mais il faut tout de suite préciser une chose. Alors, selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la capitale guinéenne, les choses sont très contrastées et Conakry offre donc un double visage. À Kaloum, c'est-à-dire le centre-ville du pays, tout est tranquille. Les gens vaquent tranquillement à leur occupation, se promènent dans la rue. On ne se croirait pas dans une ville en état de siège ou qui serait en ébullition. Mais par contre, dès qu'on emprunte les quartiers nord, connus sous la fameuse dénomination de l'Axe, c'est-à-dire Amdalaï, Bambeto, Kossa, Wandifra, ces quartiers sont réputés être des quartiers majoritairement favorables à Cellou Dalein Diallo. Alors hier, ce sont ces mêmes quartiers de l'Axe qui se sont enflammés, sitôt que la Commission électorale nationale indépendante a délivré les premiers résultats partiels. Des résultats qui donnent gagnant donc le président Alpha Condé devant Cellou Dalein Diallo. Cela a mis le feu aux poudres, même si ce sont des résultats partiels, parce qu'on n'a délivré que 4 communes sur les 38 circonscriptions que compte la Guinée. Mais cela a suffi pour mettre le feu aux poudres et enflammer les esprits. Au matin, les jeunes sont montés d'un cran, dans la mesure où 6 PA, c'est-à-dire des postes avancés, ont été incendiés par ces mêmes manifestants en furie. Ce qui fait que le ministre chargé de la sécurité et de la protection a sorti ce soir un communiqué pour dresser un premier bilan, malheureusement assez lourd parce qu'il fait état de 10 victimes, dont 2 policiers qui ont été tués. Un peu partout aussi à l'intérieur du pays, que ce soit à Kissidougou, à Macenta, on a signalé des affrontements entre partisans de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et du RPG de Alpha Condé. Le président Condé a sorti lui-même sur sa page Facebook un communiqué où il a lancé un appel au calme et un appel au dialogue. Reste à savoir si le camp de Cellou Dalein Diallo répondra à cet appel au dialogue ce soir, Chérif. Merci Barka, et on retient donc l'information. 10 victimes, dont 2 policiers qui ont été tués en Guinée. Merci beaucoup Barkaba. Nous reviendrons sur cette actualité guinéenne. Reparlons de l'affaire des bonbons promouvant la dépravation et la débauche enfantine. Des parents s'insurgent contre l'introduction de ces bonbons dans le marché. Malgré les assurances de la direction du commerce, les zones d'ombre subsistent. Des spécialistes de la défense des droits de l'enfant évoquent la responsabilité étatique et parentale. Mamadou Fall et Diafaraba. Les réactions des parents sont vives. La vidéo de gamine tenant des bonbons à l'image obscène les heurte, choquant et les maîtres mots. Vraiment, après avoir vu ces images, je suis tellement choqué. Vraiment, ça m'a choqué, franchement parlé. Cela est d'une gravité inqualifiable et les responsabilités pourraient être situées à 2 niveaux. C'est extrêmement grave, messieurs. Je vous en prie, il va falloir situer 2 types de responsabilités. La responsabilité de la société à travers l'État et la responsabilité parentale. Raison pour laquelle, encore une fois, il faut sanctionner ces responsabilités quand elles ne sont pas assurées, assumées. Il ne faut pas chercher loin. L'objectif est de détourner nos enfants, pensent certains parents. Pas responsable de mettre certains objets qui peuvent dégrader l'avenir de l'enfant, lui-même sa vie. L'enfant, un être vulnérable que l'on doit protéger.
Ce sont des pratiques qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Et je pense que ça intègre aujourd'hui la réflexion qu'on est en train de faire sur la protection des droits de l'enfant. Pour qu'il y ait une protection adéquate de l'enfant, l'État doit appliquer la loi dans toute sa rigueur. Pour assurer une protection véritable, il va falloir s'appuyer sur deux choses. Il faut qu'il y ait une loi très claire, suffisante, suffisamment écrite. Il faut que ça soit écrit, puisque nous avons deux situations différentes. Le droit international, le Sénégal a accepté, le Sénégal a adhéré. Maintenant, l'autre difficulté, c'est que le Sénégal doit l'intégrer dans son droit interne pour mettre à l'aise le juge. Le juge est chargé d'appliquer la loi, mais il faut que la loi soit là. Et le clin d'œil que j'avais tout à l'heure observé vis-à-vis du juge, c'est de lui dire qu'il ait le courage d'aller puiser la règle de droit ailleurs, d'aller chercher ailleurs des mécanismes pour assurer la protection. Le constat est le même, l'État doit agir vite afin de freiner certaines dérives qui peuvent désorienter nos enfants, selon certains parents. Merci Mamadou. Plus de 1000 grossesses non désirées sont notées rien qu'à Dakar depuis l'avènement de la Covid-19. Une information des acteurs du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Avec ces chiffres qui sont loin d'être exhaustifs, ces acteurs évoquent les conséquences du confinement et des actes discriminatoires qui sont légion. Elles veulent s'investir davantage pour une bonne représentativité des femmes dans les instances de décision. C'est un sujet d'Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Quand on parle des femmes et des filles, au-delà des lois et des politiques que jugent discriminatoires cette frange de la population, ces acteurs du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal doivent aussi prendre en compte ces chiffres notés avec l'apparition du coronavirus. Cette année particulièrement, nous avons enregistré beaucoup de grossesses en milieu scolaire. La région de Dakar a dans les 1000 et quelques grossesses recensées, répertoriées. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas été recensées parce que les gens n'en parlent pas tout le temps. Certainement, c'est lié au Covid. Avec la promiscuité, les élèves ne vont plus, ils sont confinés à la maison, ils ne sortent pas. Et nous savons que ces grossesses-là, les violences sexuelles se passent souvent dans les maisons. Autre constat qui mobilise ce projet, la présence des femmes dans le secteur de l'enseignement. La présence des femmes dans le milieu éducatif augmente, mais il reste beaucoup à faire, surtout dans les postes de responsabilité. Nous avons ce qu'on appelle la discrimination positive à l'égard des femmes, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que les postes qui sont pour la plupart réservés aux femmes, c'est dans les milieux, en milieu rural. Donc avec la famille, on ne peut pas laisser sa famille, les enfants et son mari, surtout les enfants, pour un poste en milieu rural. Le projet Voix Leadership des femmes au Sénégal milite également pour une bonne représentativité des femmes dans les instances de décision. Par exemple, pour la jeune fille, elle est de 16 ans, alors que pour le garçon, c'est 18 ans. Donc ça, c'est une discrimination qui est toujours là et qu'il faut que les organisations travaillent à pouvoir relever l'âge du mariage, qu'il puisse être égal. Par rapport au leadership des femmes et la participation des femmes à des instances de décision. Donc on est toujours en train de lutter par rapport à ça. Pour porter les plaidoyers, ces femmes de Voix et Leadership s'investissent pour la priorisation des lois et politiques pour arriver à l'égalité des sexes et moins de discrimination. Merci Ebou. Et puis vous le savez, la campagne Octobre Rose bat son plein. La gendarmerie nationale s'implique dans la lutte contre le cancer. Des dépistages sont proposés à 600 femmes durant 10 jours. 32 cas de cancer ont d'ailleurs été déjà diagnostiqués. Voyons tout cela avec Aminata Mbarisso et Thierno Laurent Mendy. Dans les locaux de la caserne Sambadjiri Diallo, des femmes venues pour se faire dépister du cancer. Sur 412 dépistages déjà réalisés, 32 cas sont détectés. Au minimum, hier, on était à 32, mais minimum. Donc on n'a pas eu à détecter de cas très graves parce qu'ils sont venus très tôt se faire dépister. Et d'où même l'importance de se faire dépister chaque fois pour prévenir et préserver notre santé. Le plus on a vu du col parce qu'on leur a prescrit, les médecins leur ont prescrit d'autres tests pour vérifier. Et aussi on a vu des nodules et autres, mais ce n'est pas trop grave parce qu'ils l'ont vu très tôt. Au total, 600 femmes devront être dépistées de tous les types de cancers. Une initiative de la gendarmerie pour participer à la prévention. Au total, on a eu à dépister le personnel
on a eu à dépister des familles de gendarmes, on a eu à dépister des civils et aussi une partie de la douane, des pénitences et des armées aussi, on les a pris. Donc en grosso modo, les cas détectés ne sont pas du côté du personnel, mais plutôt des familles et des civils. Une première pour la gendarmerie, sur la liste des civils, des familles de gendarmes, entre autres, se sont inscrites pour profiter de cette opportunité. Aminata, et toutes les femmes malheureusement ne sont pas enclines à se dépister spontanément. Ce réflexe n'est pas encore acquis. C'est l'avis de quelques femmes interrogées en marge de cette cérémonie. Elles demandent plus de sensibilisation. C'est l'information. Si elles étaient assez informées et sensibilisées, je pense qu'elles n'auraient pas de crainte. Mais vous savez, quelque chose que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comme ça vous lever et venir faire cet examen si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. On a eu déjà à le faire, mais ça fait quelques années. C'est pourquoi on s'est dit on va venir le faire. Dans la communication, nous mettons surtout l'accent sur la sensibilisation. Nous faisons également des vidéos pour montrer aux femmes comment faire l'autopalpation. Je suis venue faire le dépistage et ce n'est pas la première fois. Je le fais très souvent dès que l'occasion se présente et j'exhorte toutes les femmes à en faire de même parce que quand même il faut surveiller son état de santé. Moi, c'est la première fois que je fais le dépistage du cancer. Malheureusement, je n'étais pas informée. Parlons éducation à présent. Campagne Ubetaï Djangetay, la COSIDEP donne des pistes pour une année scolaire réussie. Une année dans un contexte particulier qui nécessite la mise en œuvre de toutes les stratégies pour combler le gap causé par la pandémie actuelle. Le lancement de la campagne a eu lieu hier. Cheikh Mbao, secrétaire exécutif de la COSIDEP, a été interrogé par Astoum Benchoub et Younous Diatta. En tout cas d'une année assez particulière marquée par la Covid-19. Et nous avons tous constaté qu'il y a un gap pédagogique, un gap horaire qui a été constaté. Et pour les élèves candidats, les 551 000 qui ont repris juste pour 3 mois, pour 1 mois et demi, mais aussi pour les 3 millions d'élèves qui sont dans des classes intermédiaires et qui n'ont pas eu une offre complète par rapport à la situation. Par conséquent, nous considérons évidemment que l'année 2020-2021 devra être une année pleine. Une année pleine où on ne perdra pas du tout de temps pour faire en sorte évidemment que les enfants puissent avoir les compétences minimales, les seuils minimaux de compétences à installer pour évidemment faire face à ces genres de développement. Mais ça, pour le faire justement, nous pensons qu'il y a 3 moments essentiels en termes de gestion du temps d'apprentissage. C'est le démarrage de l'année qu'il faut réussir et c'est le déroulement de l'année qu'il faut aussi garantir, de sorte qu'il y ait une stabilité durant l'année scolaire, mais c'est enfin le dénouement de l'année pour qu'on puisse terminer en beauté l'année prochaine. Alors maintenant, dans le Nord, gestion des forages, les mouvements de contestation se multiplient à Boki-Diawé. Après le comité ad hoc de la ville, les populations de Doumga-Woroterno étaient dans la rue pour dénoncer la mise à l'écart des représentants d'une partie de la communauté. Elles accusent le chef de village et le sous-préfet de Ogo. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. Les compositions des comités de gestion des forages sont au centre de nombreuses tensions dans la commune de Boki-Diawé, dans le département de Matam. Au moment où l'autorité a fini par mettre en place un comité ad hoc pour départager les partisans du maire et ses opposants, les populations de Doumga étaient eux dans la rue. Une partie de la communauté dénonce une marginalisation dans le nouveau bureau approuvé par le sous-préfet. Nous dénonçons cette calomnie et nous dénonçons également le caractère raciste dans le choix des délégués et la discrimination sociale qui règne dans le village. Cependant, nous exigeons fermement, premièrement, la destitution du nouveau bureau, la neutralité des autorités, en l'occurrence le chef du village et le sous-préfet de Ogo. Dans ce village, et ça ne se date pas d'aujourd'hui, depuis nos arrière-grands-pères et nos parents jusqu'à maintenant, on a constaté que à chaque fois qu'on doit décider, on prend parti d'une part du village et l'autre partie, on le laisse à rade, sans leur consulter. En l'occurrence, nous les Galunkobe, il faut que ça cesse.
Nos tentatives de joindre le chef de village de Dungowuro Tcherno, mis en cause dans cette affaire, sont restées en tout cas jusque-là toutes vaines. Et selon nos sources, le délégué de cette communauté aujourd'hui en colère aurait boudé tout simplement l'Assemblée générale présidée par le préfet. Merci Ali. Et puis signaler à Matam, la ziara annuelle du marabout Tcherno Samassa n'aura pas lieu du fait de la Covid-19. Et puis retenez également à propos de la situation épidémiologique, un décès et 25 Covid+ sont rapportés aujourd'hui. Alors maintenant à Thiès, Grande Côte Opération spécialisée dans l'exploitation du zircon maintient toujours les licenciements de 22 de ses travailleurs. L'inspecteur du travail de Thiès avait convoqué ses ex-travailleurs et leur employeurs pour une signature de conciliation, mais la rencontre n'aurait pas donné grand-chose. Les travailleurs dans le désarroi appellent l'État à régler ce différend. Cherante Diop, c'est Latir. Travailleurs de la Grande Côte Operation, licenciés depuis quelques mois, ont rencontré les autorités de l'inspection du travail de Thiès pour la signature d'une séance de conciliation suite aux différends qui les avaient opposés à leur employeur. Après plusieurs tentatives de conciliation avec l'inspection du travail, la GCO maintient toujours sa position de vouloir licencier 22 travailleurs d'une manière injuste après avoir confiné ses salariés au début de la pandémie. Un confinement qui était involontaire. En plus de ce confinement dont les conditions étaient de très mauvaise qualité en matière de logement et de nourriture, s'y ajoute la direction reste 2 jours sans donner à manger aux salariés qui étaient confinés et mis en quarantaine au sein de l'usine. Ces travailleurs sont sortis pour demander de meilleures conditions ou à être déconfinés. C'est de cette demande de déconfinement que la direction se permet de licencier 22 travailleurs. Gourmak Faye se veut catégorique. Le Sénégal est un pays de droit. Il appelle les autorités étatiques à corriger cette injustice. Son Excellence, le président de la République, au début de la pandémie, il avait ordonné que les entreprises du public et du privé ne licencient que pour faute lourde. La GCO a licencié 22. Pour rappel, ces ex-travailleurs de GCO licenciés il y a de cela 3 mois avaient organisé des sit-ins et marches de protestation à Diogo pour leur réintégration. Merci Cheranta. En politique, comment le Parti socialiste va enjamber la problématique de la succession d'Ousmane Tanor Dieng? C'est connu, Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam ne partagent pas la même temporalité concernant le sujet. Ce différend ne risque-t-il pas de conduire à un énième éclatement? Élément de réponse, Mambiram Diouf. Il ne cache pas ses ambitions de diriger le Parti socialiste. Le secrétaire national aux élections du PS, Serigne Mbaye Thiam, laisse cependant tout à l'appréciation de ses camarades de parti. Prétentieux pour certains pour avoir émis l'idée d'avoir une nouvelle instance, querelle de leadership au sein de sa formation politique suite à la disparition d'Ousmane Tanor Dieng le 15 juillet 2019, en tous les cas après l'installation d'Aminata Mbengue Ndiaye, première adjointe du secrétaire général pour assurer l'intérim jusqu'au prochain congrès, ce qui tarde d'ailleurs et semble être aux antipodes des textes, les langues se délient. Aminata Mbengue Ndiaye lui concédant d'ailleurs le droit et la légitimité de donner sa position sur la marche du PS. Tous deux donneraient-ils raison à ceux qui prédisent l'effondrement du Parti socialiste qui résiste pour avoir connu et traversé des soubresauts? La gestion du PS décriée plusieurs fois, les plus radicaux ayant claqué la porte ou exclus, le cas Khalifa Sall, a semblé d'ailleurs desserrer terriblement les rangs. Consolider les positions du Parti socialiste en vue du congrès et de l'élection du secrétaire général, consolider les positions du PS dont le renouvellement des instances est en cours et à accélérer en vue du congrès demeure donc une question capitale. Merci Mambiram. L'autre grand titre de cette édition, c'est la chaleur qui s'installe partout dans le pays. Il a fait jusqu'à 33 degrés aujourd'hui à Dakar, très loin des 40 degrés de Matam, mais cette poussée de chaleur insupporte les Dakarois. Illustration à Rufisque, Ousseynou Thiam, Ahmadou Bambasson. Puisque le sentiment est le même chez les populations sur cette forte chaleur devenue insupportable pour certaines. On la vit mal, très mal, puisque c'est insoutenable et insupportable parce que vous voyez là, déjà je suis là, je dois aller jusqu'à l'UCAD et voilà, je suis là tellement il y a la chaleur. On peut dire qu'il fait hyper chaud
Moi, je ne supporte pas la chaleur, pour dire vrai. Même hier, même je n'ai pas dormi. Je suis réveillée avec des maux de tête et je suis très fatiguée, en tout cas. En tout cas, la chaleur, là, c'est insupportable. C'est infernal. Un climat chaud et sec avec lequel il faudra s'adapter selon ces populations. Oui, le soir, ça fait tellement chaud, mais bon, oui, c'est un peu fatigant quand même. La nuit, tu n'arrives même pas à dormir, vu qu'il y a trop de chaleur. En tout cas, il faut s'adapter avec le climat. Ce ne sont pas des astuces qui manquent pour atténuer cette forte chaleur. Bon, moi, à chaque fois, je prends une douche. Il faut porter aussi des habits très légers. Oui. D'accord, des habits très légers aussi. Il faut porter des boubous cotonnés, quelque chose comme ça, des boubous amples. Pas porter des boubous en, je sais même pas. Des boubous en coton d'âle, c'est ce que je conseille, et boire beaucoup pour éviter la déshydratation surtout. Ces populations sont obligées de boire beaucoup d'eau au grand bonheur des vendeurs qui se frottent les mains. Et là, sous ces noms, ce n'est pas fini puisque le temps chaud sera ressenti sur le pays, particulièrement dans les régions de l'intérieur où les températures maximales avoisineront les 37 et 41 degrés. Bon courage à tous. Infrastructure sportive d'une valeur de 400 millions de francs CFA, la commune de Grand Dakar va bientôt disposer d'un équipement sportif composé de 2 terrains de football, d'un terrain de basket et d'un parking de 300 places. Il s'agit d'un partenariat entre la commune de Grand Dakar et la société Africapital, un projet destiné à la jeunesse de Grand Dakar qui devra générer 18 millions de francs CFA pour la municipalité, suivant à ce propos le maire Jean-Baptiste Diouf. La structure se compose d'un parking aménagé de 300 places, de 2 terrains de football et d'un terrain de basket qui seront construits en hauteur sur le site qui abrite le parking et du terrain de Djankala. Tous les terrains de football seront mis à la disposition de la jeunesse de Grand Dakar. Également, de créer des emplois pour les jeunes. Ça aussi, c'est fondamental. Africapital engagera un investissement global de 400 millions de francs CFA qui représente un montant considérable dans un partenariat public-privé. Et cette société versera aussi une somme de 18 millions par année, soit 1 500 000 par mois, à la commune de Grand Dakar, pour préciser qu'il n'y a pas de vente de terrain entre la commune de Grand Dakar et Africapital ou quelqu'un d'autre. Je signale que ce terrain, c'est un terrain dont le titre est au nom de l'État du Sénégal. Et puis en mot de sport, l'équipe nationale U20 du Sénégal va rejoindre le Maroc cette nuit pour 2 rencontres amicales. Et puis Edouard Mendy, désigné gardien de but numéro 1 de Chelsea à l'issue de cette belle copie lors de ses débuts en Ligue des Champions. Le Sénégal en accord parfait avec le CIO dans les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le comité d'organisation adopte une nouvelle feuille de route. C'est à l'issue de la 2e réunion virtuelle avec la commission de coordination du CIO. L'engagement et la mobilisation de la jeunesse sont les axes de travail selon Ibrahim Awad, le coordonnateur général des JOJ Dakar 2026. Ce dernier mise sur la recherche de partenaires pour réussir l'organisation, surtout sur le plan des infrastructures. En football, l'équipe nationale U20 du Sénégal va disputer 2 matchs amicaux au Maroc dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN U20 Mauritanie 2021. Des rencontres prévues les 24 et 27 octobre prochains face aux juniors marocains. Les 23 lionceaux convoqués par le sélectionneur Youssoufa Dabo rejoignent le royaume chérifien dans cette nuit de mercredi à jeudi. Idrissa Gana Gueye risque de manquer la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau du mois de novembre prochain. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est sorti blessé à la mi-temps lors de la défaite à domicile de son club devant Manchester United. Idrissa Gana Gueye souffre d'une déchirure au ischio-jambier. Il devrait être absent plusieurs semaines. Edouard Mendy a lui réussi sa première en Ligue des Champions. Le gardien titulaire dans les buts de Chelsea a brillamment participé au nul blanc face au FC Séville.
L'international sénégalais auteur de beaux arrêts est même désigné meilleur joueur du match. Son entraîneur Frank Lampard, bluffé par la performance, le désigne désormais gardien de but numéro 1 de Chelsea. Football toujours en Afrique, le Raja Casablanca veut un report de sa demi-finale retour au Caire ce samedi face aux Zamalek. Le club marocain annonce son incapacité à rejoindre l'Égypte. 8 de ses joueurs ont été testés positifs au Covid-19. En attendant la décision de la Confédération africaine de football, l'affiche de la finale de la Coupe CAF est connue. Pyramide FC d'Égypte, vainqueur de Oroya de la Guinée 2-0, rejoint Renaissance sportive de Berkane à la finale prévue ce dimanche 25 octobre. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.